Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre en direct de Al24 News pour ce nouveau numéro de l'échiquier international. Aujourd'hui, nous aborderons ensemble comment ou la thématique exposée par Tawfiq Hamel, qui sera donc aujourd'hui notre invité, sur comment de l'allié, les États-Unis, des États-Unis, l'antitessionniste s'est transformé en poids ou, si vous voulez, en fardeau. Est-ce vraiment le cas ou juste une idée diffusée? Et si c'était le cas, donc, quels en sont les signes qui attestent que réellement aujourd'hui l'antitessionniste, qui était l'allié indéfectible des États-Unis, s'est transformé complètement en fardeau. On parlera également de ce plan de paix qui a été proposé par Trump et qui de plus en plus est en train d'être mis en échec par l'antitessionniste. Tout de suite les développements. Comme je vous le disais, nous recevons ce soir Tawfiq Hamel, analyste et chercheur en histoire militaire. Tawfiq Hamel, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir, merci à vous. Monsieur Tawfiq Hamel, vous avez quand même écrit un article assez pertinent dans le sens où vous avez exposé cette idée qui est de plus en plus courante en ce moment, même si elle fait son chemin timidement parce que il n'y en a pas beaucoup qui croient justement à cette thèse. N'empêche que cette thèse est là et qu'elle s'impose au gré des arguments, des preuves à l'appui. Alors réellement, est-ce que les États-Unis ou l'antitessionniste est en train de devenir un fardeau par rapport aux États-Unis, elle qui était donc cet allié indéfectible et qui continue de l'être, hein? Alors, effectivement, historiquement, actuellement, Israël devient de plus en plus un fardeau pour les différentes administrations américaines. Il faut inscrire les relations. En tout cas, il y a plusieurs facteurs qui déterminent et qui façonnent cette relation qui existe entre Israël et les États-Unis. Et les États-Unis, il y a une relation idéologique, il y a historique, civilisationnelle, stratégique, géopolitique. Il y a autant de facteurs qui façonnent dans certaines mesures cette relation. Quand on regarde l'histoire du soutien américain à Israël, alors en 1948, les Américains étaient le premier pays à reconnaître l'État d'Israël. C'était 11 minutes seulement après que Israël a proclamé son indépendance. Alors, l'indépendance pour Israël, 48, c'est le jour d'indépendance, alors que pour les Palestiniens, c'est le jour de Nekba. Mais initialement, jusqu'à les années 60, le soutien américain pour Israël était davantage moral. En fait, ce n'est qu'à partir de la guerre de 1967 que Israël a commencé vraiment à soutenir de façon consistante Israël. Parce que à partir de la guerre de 1967, Israël s'est imposé face à ses adversaires arabes. Et du coup, à partir de là, les Américains ont commencé à voir dans Israël comme un allié dans leur stratégie globale consistant à contenir l'URSS. Quand on regarde après les chiffres actuellement, c'est quand on regarde le soutien global des Américains depuis 1945 jusqu'à 2025, on se retrouve avec presque 300 milliards, et le chiffre exact c'est 298 milliards. C'est un chiffre consistant. Ensuite, il y a d'autres problèmes qui expliquent pourquoi ça devient un fardeau. D'une part, déjà, il y a de plus en plus d'Américains qui commencent à soutenir la cause palestinienne, commence justement à se répandre parmi une grande partie de la population américaine, particulièrement parmi le parti démocrate, ce qui aggrave et accentue les divergences qui existent actuellement dans l'administration américaine et la société américaine de façon globale. Oui, alors dans ces cas-là, certains vont dire que finalement, est-ce que cette thèse est réellement, je dirais, valable lorsqu'on voit par exemple que jusqu'au jour d'aujourd'hui et jusqu'au jour où on se parle, au moment même où on se parle, aujourd'hui Tawfiq Hamel, les États-Unis continuent toujours d'appuyer militairement et bien sûr moralement et politiquement l'antitessionniste sur le terrain. Mais il semblerait que, par exemple, avec la politique de Trump en ce moment, qui donc est allée vers, on dirait, cet accord de paix, même s'il est toujours violé du côté sioniste, beaucoup d'observateurs disent que dans les coulisses, ce n'est pas aussi
parfait contenterait de le faire, puisque de toute façon, il semblerait qu'il y ait des tiraillements entre les États-Unis, Trump et justement l'antitessionniste et les chefs de ce gouvernement qui essayent un peu, si vous voulez, de faire saboter le processus ou le plan de paix américain. Concernant l'administration Trump de façon globale, le président américain actuellement paraît de plus en plus imprévisible, qui passe d'une région à une autre. On passe d'Israël, ensuite en Russie, ensuite on revient vers le Maghreb. Ça reste très très difficile justement de voir ce que veut vraiment l'administration Trump et le président Trump de façon globale. Et quand on revient spécialement à la question palestinienne, les États-Unis est une puissance globale, mondiale, avec des intérêts mondiaux. Et particulièrement depuis 2014, les Américains ont clairement affirmé leur orientation stratégique, que le centre de leurs intérêts stratégiques, c'est plutôt l'Asie et le Pacifique. Ça veut dire une grande partie des ressources humaines, financières, diplomatiques et même militaires seront consacrés justement à la région du Pacifique. Quand on regarde depuis la guerre de Gaza, il y a une grande partie des moyens, il y a une grande partie des ressources militaires américaines ont été justement consacrées pour la protection d'Israël, ce qui représente dans certaines mesures un poids pour les Américains. Il y avait même une partie des stocks d'armement américains qui ont été utilisés justement pour soutenir la guerre d'Israël à Gaza, ce qui représente dans certaines mesures un problème de sécurité nationale pour les Américains, parce que des armes qui ont été destinées justement pour la sécurité nationale, on les a utilisées pour soutenir Israël dans une guerre. Après, globalement, quel est l'intérêt des Américains ? Israël, il y a cette alliance stratégique qui s'est renforcée particulièrement depuis la guerre de 1967, comme je l'avais dit. Les Américains ont une base militaire en Israël. L'importance que représente Israël, c'est qu'Israël, au moins jusqu'à récemment, reste toujours un petit État qui est globalement isolé, et que globalement, l'importance que représente Israël plutôt l'importance que représentent les Américains pour Israël, et c'est un allié qui reste dans certaines mesures irremplaçable. Ça veut dire que quoi que fasse Israël, elles auront toujours besoin des Américains. Ça veut dire que d'un point de vue américain, Israël se retrouve dans une dépendance stratégique, et que finalement, si les Américains veulent vraiment imposer une politique à Israël, elles pourront le faire. C'est ce qu'on a pu constater pendant la guerre de 1950, dans l'intervention de la Grande-Bretagne, Israël et la France au Sinaï contre l'Égypte en 1956, lorsque les Américains ont vu que pour l'intérêt, c'était de préserver la stabilité régionale et la stabilité mondiale, elles ont pu imposer justement leur politique à ces trois États. C'est la même chose en 1990 et en 1991. Dans l'une des constances dans la stratégie d'Israël, c'était toujours de répondre à des attaques. Alors que lorsque l'Irak de Saddam a bombardé des villes israéliennes, Israël n'a pas pu résister, parce qu'à l'époque, c'était le président Bush père, justement, qui a interdit à Israël de riposter pour préserver la coalition internationale. Ça veut dire que donc, malgré tout ça, Israël reste, en tout cas, les Américains restent un allié indispensable pour Israël. Et quand on regarde actuellement la façon dont le président Trump a réagi, on a l'impression, en tout cas, que Israël est plutôt le 50e État des États-Unis. Ensuite, il faut comprendre un autre élément qui est également important, c'est le fonctionnement des institutions américaines. Le fonctionnement des institutions américaines reste également important pour comprendre justement cette évolution. D'une part, quand on regarde le parti démocrate,
de plus en plus de progressistes qui manifestent, en tout cas qui demandent un changement de politique vis-à-vis d'Israël. Il y a de plus en plus de critiques. Et ça, on le constate également dans la base électorale, particulièrement du Parti démocrate. Même au sein du parti républicain, il y a de plus en plus de voix, justement, qui commencent à remettre en cause la stratégie actuelle d'Israël sur la question de la bande, pas de la bande, de la Cisjordanie. Il y a plusieurs républicains, justement, qui ont annoncé qu'en quoi ils vont pas permettre qu'Israël annexe. Oui. C'est-à-dire, on se retrouve sur. Et le problème qui me semble qui est important, c'est qu'actuellement, le gouvernement israélien devient de plus en plus ingouvernable, dans le sens où on se retrouve avec des alliances, avec des partis qui ont une vision et des intérêts qui sont très, très divergents. Et pour l'instant, ce qui les maintient, c'est juste une forme d'extrémisme et une volonté justement de créer le grand Israël, sauf que d'un point de vue politique, cette option reste difficilement acceptable, même pour les Américains. Ensuite, il y a un autre élément également, oui. C'est même un autre élément qui est important, qui aide justement, qui façonne la politique américaine vis-à-vis d'Israël, c'est le poids du lobby israélien aux États-Unis. Même pour ce lobby, récemment, on a constaté qu'il y a une divergence justement de la position des Juifs américains concernant la stratégie qui est menée actuellement par Israël. Et justement, ces Juifs également font partie de ces électeurs, justement, que les responsables américains tiennent en considération dans leurs décisions. Oui, très bien. C'est vrai que vous avez parlé du fait qu'aujourd'hui et que cette stratégie de l'allié qui a été donc faite depuis la création de ce qu'on appelle Israël et qui était finalement la Nekba, parce que ça correspond finalement, si vous voulez, à l'exode de tous les Palestiniens. C'est pour ça qu'on parle de droit de retour. Finalement, Tawfiq Hamel, vous avez quand même dit que la guerre de Gaza est en soi-même une étape décisive et qui a donc également une aide exceptionnelle. Finalement, la guerre, contrairement à toutes les guerres donc entre Israël et le monde arabe, ensuite entre Israël et la Palestine, celle de Gaza constitue en elle seule une exception en tout. Alors pour un fardeau, comme on va l'appeler comme ça, ou un poids pour les États-Unis, est-ce que vous pensez que finalement les États-Unis ont été entraînés dans cette guerre parce que vous disiez tout à l'heure Israël qui n'est plus incontrôlable? Ou est-ce que finalement c'est un fardeau pas aussi déplaisant que ça, puisque de toute façon, grâce à ce fardeau, les États-Unis arrivent finalement à atteindre leurs objectifs concernant le Moyen-Orient? Effectivement, d'un point de vue américain, même comme j'avais dit tout à l'heure sur la question d'Israël, il y a une alliance stratégique qui est façonnée par différents facteurs. Il y a le facteur idéologique, il y a le facteur, il y a de l'histoire, il y a même Israël est considéré comme faisant partie de la civilisation judéo-chrétienne. Ensuite, pour certains évangélistes, il y a cette dimension de la providence et justement les évangélistes souvent sont des soutiens du Parti républicain et de l'administration Trump. Tout ça sont des éléments que l'administration américaine doit en tenir compte. Ensuite, quand on regarde certaines évolutions qui sont récentes et qui sont très très importantes, depuis des années, la Palestine n'arrive pas à obtenir en tout cas le soutien de la reconnaissance internationale, particulièrement parmi les pays occidentaux. Et depuis la guerre de Gaza, on commence à assister à la reconnaissance de l'État palestinien par de nombreux États européens qui étaient des alliés d'Israël. Et tout ça, ça va créer également une pression sur les Américains, parce que globalement, les Américains qui représentent 350 millions d'habitants, ça veut dire presque 5% de la population mondiale. Certes, ça reste une grande puissance d'un point de vue économique avec 25 000 milliards de dollars de PIB en 2024, une puissance militaire, mais en termes de légitimité, tout ça va
va les discréditer à long terme. De ce point de vue, qu'est-ce que les Américains... Parce que quand on regarde les chiffres, depuis 1972 jusqu'à maintenant, les Américains ont utilisé leur droit de veto pour défendre Israël ou pour rejeter des décisions qui n'étaient pas favorables à Israël. Donc, c'est combien fois. Ça veut dire, c'est combien fois, c'est le nombre que c'est ce nombre traduit les vétos des États-Unis qui ont été utilisés pour défendre Israël. Et tout ça, évidemment, nuit à ce qu'on appelle la soft power américaine, nuit à l'image américaine des États-Unis. D'une part, on se présente comme une puissance qui défend la paix, et entre-temps, on voit que on assiste juste à des politiques de poids, de mesure. Et cette problématique devient de plus en plus aiguë, particulièrement quand on regarde actuellement avec l'émergence de nouvelles puissances. On se dirige vers un monde multipolaire avec l'émergence d'autres centres de puissance. Et cette problématique va nécessairement affaiblir davantage les Américains, même d'un point de vue matériel. Les Américains des États-Unis des années 90 ne sont pas les mêmes que les Américains de 2025. C'est-à-dire, d'une part, en termes de légitimité, il y a de nouveaux récits. Il y a de nouveaux récits, de nouvelles formes de légitimité qui sont en train d'émerger, que ce soit en Asie, même dans le sud global qui commence à contester en tous les cas ces deux poids, ces deux mesures. Et à un moment donné, les Américains doivent justement faire un choix. Que faire avec Israël? D'autant plus quand on regarde les derniers développements comme la condamnation par la Cour pénale internationale. Tout ça sont la CPI, tout ça sont des éléments. Les États-Unis peuvent faire en sorte de les ignorer, mais cela n'empêche pas que c'est une atteinte au droit international humanitaire, et que les Américains, ce que Israël fait actuellement, les Américains également sont dans certaines mesures complices et responsables de cette situation. Mais justement, qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui nous sommes retrouvés face à deux alliés où les États-Unis marchent, je veux dire, les yeux fermés vers une alliance et vers, si vous voulez, une relation avec l'antité-sioniste, dans le soutien de l'antité-sioniste, mais alors inconditionnel. Est-ce que cette inconditionnalité pourrait connaître quelques perturbations, et vous l'avez évoqué, vu que nous faisons face quand même à un monde qui est en train de se réunir en blocs régionaux et qui, sur le plan géostratégique, pourrait justement jouer dans ce sens? Alors, globalement, cette alliance est très profonde. C'est-à-dire, c'est des alliances. Cette alliance, parfois entre des hommes, il y a des affinités personnelles entre des régions qui se connaissent. Ensuite, entre des universités, entre des institutions, ça veut dire que cette institution et cette alliance est très profonde. On ne peut pas défaire une telle alliance du jour au lendemain. Et ce qu'on peut constater seulement qu'il y a de nouvelles tendances, même aux États-Unis, qui commencent justement à remettre en cause le bien fondé de cette alliance. Et nécessairement, ça va nécessairement avoir des implications dans les années à venir. Alors, concernant l'administration américaine, déjà l'administration américaine, au-delà de ce que fait Israël, déjà les États-Unis actuellement ne respectent pas le droit international. Il suffit juste de voir actuellement avec un signe le fait que les Américains ont décidé de changer le nom de leur département de défense, et ça devient le département de la guerre. Ça, c'est un signal qui est très important. Ça veut dire que les Américains, parce que quand on utilise le mot défense, on est plutôt, parce que quand on regarde l'ONU utilise, il y a deux cas où les États ont le droit d'utiliser la force. Soit dans le cas qu'on appelle la légitime défense, ça veut dire un État est attaqué et dans ce cas a le droit de riposter et dans certaines règles. Et l'autre, lorsque le recours à la force est utilisé par le Conseil de sécurité.
Le mot défense, ça veut dire que souvent implique la défense, la retenue, sauf que lorsqu'on utilise le mot guerre, ça veut dire qu'on est plutôt dans l'offensive, on est dans une logique de domination, d'initiative, et les Américains sont dans cette option actuellement. La différence par rapport aux démocrates. Les démocrates, parfois, ils ont tendance à asseoir leur hégémonie à travers des institutions. Les républicains, parfois, il y a ce recours à la force de façon brutale. Soit, si on a la légitimité, le soutien des institutions internationales, c'est bien. Dans le cas contraire, on va agir de façon unilatérale. Ça veut dire que globalement, Israël actuellement se retrouve dans une situation où elle peut bénéficier de la brutalité de l'administration américaine actuelle. Mais si on tient compte des facteurs structurels, Israël devient de plus en plus un fardeau pour l'administration américaine. Ne serait-ce que actuellement, les Américains, au lieu de se focaliser sur l'Asie, se retrouvent dans une logique où elles doivent consacrer des efforts importants et de se justifier et de défendre leurs alliés israéliens. On regarde ça quand Israël a attaqué Qatar. Qatar, quand même, ça reste un allié important pour les États-Unis. C'est un allié majeur en dehors de l'OTAN. Il y a uniquement 18 États qui ont ce statut, ce qui montre qu'en principe, le Qatar, c'est un allié américain qui est très très important, c'est un allié majeur. Cela n'a pas empêché Israël justement d'attaquer un allié américain. Oui, ça veut dire que finalement, l'antisémitisme est en train d'emporter les États-Unis dans des directions que elle choisit, sans se soucier bien sûr du bon vouloir des États-Unis. Dans ces cas-là, Tawfiq Hamen, et vous l'avez évoqué également dans votre article qui est consacré justement au sujet, vous avez parlé du fait que c'est une alliance qui ne pourra pas certainement être dénouée d'ici demain, donc de sitôt. N'empêche qu'il faut absolument y mettre les conditions. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui les États-Unis va aller vers cette étape, à savoir continuer d'être l'allié de l'entité sioniste et vice-versa, mais pas sans conditions? Et dans ces cas-là, quelles en seraient ces lignes rouges à ne pas franchir que pourraient justement imposer les États-Unis? Alors, sur cette question, même plusieurs fois, des dirigeants israéliens ont souvent déclaré que elles ne tiennent pas, elles vont pas tenir compte elles vont pas tenir compte des décisions américaines. Ensuite, souvent le Premier ministre a fait des déclarations justement pour ajuster et expliquer que. Mais ce qui est important, c'est que d'une part, Israël, pour les États-Unis, pour Israël, ça reste un allié indispensable. Ça veut dire qu'ils ne trouveront pas un autre allié comme les États-Unis. Oui. Ça c'est une réalité. Israël, ça reste globalement, même s'il y a une ouverture vers d'autres États arabes, mais pour l'instant, ça reste un État qui fait partie du Moyen-Orient, mais globalement, il est beaucoup plus attaché à l'Occident. Ensuite, qu'est-ce qui va changer? Comme j'avais dit, pour l'instant, il faut voir les facteurs qui ont fait que Israël a une importance pour les Américains. Pendant la guerre froide, Israël était une base militaire, un allié, un relais pour la stratégie américaine dans cette partie du monde. Et cette importance a été acquise suite à sa victoire contre 4 États arabes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Israël a pu s'imposer, à partir de là, on a commencé à voir dans Israël un allié qu'il faut soutenir parce que ça peut devenir un relais régional très très important. Sauf que la relation entre les États-Unis et les pays arabes a beaucoup évolué, même s'il y a toujours une certaine méfiance vis-à-vis des pays arabes pour différentes raisons. Mais il y a cette relation qui a beaucoup évolué, et à partir de là, Israël représente moins d'intérêts stratégiques que l'Arabie Saoudite, par exemple, ou la Turquie, par exemple. Oui. Ça veut dire que
la posture d'Israël de chercher à avoir une politique indépendante sans tenir compte des intérêts des Américains ne tient pas et ne peut pas être menée sans le soutien des Américains. Le problème qui se pose, c'est que les États-Unis, comme une puissance du Moyen-Orient et une puissance mondiale, a d'autres alliés dans cette région et souvent les intérêts d'Israël ne convergent pas avec les intérêts d'autres partenaires dans cette partie du monde. Merci beaucoup. Et ça va créer des frictions. Merci beaucoup. Et ça va créer nécessairement des frictions. Merci beaucoup, Taoufik Hamel. Je rappelle que vous êtes analyste et chercheur en histoire militaire. Et d'ailleurs, je voulais juste conclure avec ça. N'eût été le soutien justement militaire à coût de milliards de dollars pour l'entité sioniste, celle-ci n'aurait certainement remporté aucune guerre contre les Arabes et l'histoire l'atteste. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir suivis. L'Échiquier international, vous le retrouverez demain pour d'autres sujets et d'autres numéros. Au revoir.